notre première séquence sur le thème discrimination et vulnérabilité, inventer une nouvelle société. Comme nous l'avons vu lors de l'introduction de ce colloque, la question des vulnérabilités mériterait sans doute d'être plus mise en lumière dans la société. Mais de quoi parle-t-on lorsque l'on évoque toutes ces fragilités? Quelles sont les nouvelles attentes des personnes âgées ou en situation de handicap? Comment faire évoluer les accompagnements? Pour répondre à toutes ces questions, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Pierre Alixan, membre de l'association Hold Up, qui va nous parler d'ailleurs d'une étude qu'a produit Hold Up récemment sur ce sujet. Régis Aubry, professeur au CHU de Besançon, membre du CCNE, président de l'Institut de prévention des vulnérabilités liées à la santé. Vous allez nous en parler. Je ne sais pas s'il est déjà à l'œuvre, mais en tout cas, ça va arriver. Et puis Kevin Charras, directeur du Living Lab vieillissement et vulnérabilité au CHU de Rennes et président de Cause Ensemble, je crois que c'est le bon titre, hein, le gérontopole de Bretagne. Alors merci messieurs d'être parmi nous pour évoquer cette question des vulnérabilités. Et je voudrais me tourner tout de suite vers Régis Aubry, parce qu'on parle souvent de ce terme de vulnérabilité, mais est-ce que on peut essayer de le définir, ce terme, parce que c'est un peu comme des termes un peu très globaux, comme le terme de société inclusive. Voilà, on en parle beaucoup. On ne sait pas parfois qu'est-ce qu'on y met dedans. Est-ce que c'est la même chose pour ce terme de vulnérabilité? Quelle serait votre définition de cette notion-là? Alors moi, je pense qu'on peut appréhender la notion de situation de vulnérabilité. Oui. En la justifiant par rapport aux difficultés qu'ont ou qu'acquièrent certaines personnes à intégrer des normes d'une société, du fait soit de l'altération de leur santé, qui peut être liée à l'âge, mais pas forcément, ouais. Atteinte de leur intégrité physique, difficultés sociales, difficultés psychologiques, parfois inadéquation entre la personne et son environnement. Ces situations peuvent définir en quelque sorte cette notion de vulnérabilité à laquelle, je pense, on fait référence. D'accord, très bien. Alors justement, moi je voudrais aussi me tourner vers Kevin Charras, puisque en fait on parle de situation de vulnérabilité par rapport à des normes. Est-ce que, si on fait un peu de philosophie, il faut commencer à questionner aussi ces normes et cet environnement, puisque cette vulnérabilité est liée aussi à un environnement, je pense en particulier au handicap. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, alors je ne suis pas philosophe, mais je peux essayer de philosopher un petit peu. Un tout petit peu. Mais je pense qu'il faut partir du point de vue que nous sommes tous vulnérables, ou potentiellement au moins vulnérables, et ça c'est quelque chose qui est important. Que quand on est vulnérable, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on n'est plus forcément en capacité de protéger nos propres intérêts, en fait. Et on va les chercher, finalement, cette possibilité par les soins, par le care, par exemple, qui va nous apporter une réponse, finalement, à cette vulnérabilité. Et c'est justement, dans cette situation, on ne va pas pouvoir forcément répondre, en tout cas protéger nos propres intérêts, où il est intéressant de pouvoir agir, en fait, avec ces personnes-là. Du coup, moi j'aurais tendance à dire que le risque dans la vulnérabilité, finalement, c'est des décisions qui ne conviennent pas, et comme le soulignait professeur Aubry, effectivement, il y a une inadéquation entre l'environnement et l'individu, l'objectif étant quand même de pouvoir, au maximum en tout cas, répondre à ses aspirations, à nos propres aspirations. C'est effectivement des situations de vulnérabilité, comme on a des situations de handicap, et je pense que ça nécessite quand même d'aller voir dans la singularité de la personne, et je pense que cette singularité, on en a parlé tout à l'heure, un instant avec Eric Chenu, on est dans vraiment des dispositifs qui sont individualisés. En fait, on cherche des dispositifs qui sont individualisés, et de pouvoir répondre en fait aux besoins de chacun. Très bien. Pierre Alixan, peut-être un mot sur cette question, cette fameuse définition des vulnérabilités, sur cette question des situations, sur cette question aussi de cet accompagnement, en fait, cette nécessité d'apporter des réponses de plus en plus personnalisées. Juste un petit mot, tout d'abord, si vous me permettez, pour excuser le président de Hold Up qui devait participer à ce colloque aujourd'hui. Il a eu un accident de santé, donc c'est pourquoi je le remplace un peu au pied Mais vous levé. êtes un digne représentant quand même. Oui, enfin, je vais essayer d'être à la hauteur de mon président. Oui. Sur les vulnérabilités, effectivement, on voit bien que dans l'enquête qu'on a menée, quel cadre de vie pour nos vieux jours, on va y venir sur cette enquête, vous allez nous dire. La solitude est une vulnérabilité extrêmement importante.
la déshumanisation d'un certain nombre de services. Quand on cherche des solutions, on nous dit aller sur Internet. Ouais. Internet est particulièrement déshumanisé, même si on trouve des tas de réponses et tout. Pour les personnes qui sont vraiment isolées et en situation de fragilité, c'est très compliqué. Mais les fragilités, les vulnérabilités, elles se situent aussi dans des tas d'endroits du quotidien. Pousser une porte cochère trop lourde, quand on arrive à un âge très avancé, ça devient aussi compliqué que de monter 4 étages parce qu'on n'a pas d'ascenseur ou que l'ascenseur s'arrête entre 2 étages. Voilà. Donc les vulnérabilités, c'est des choses extrêmement diverses et variées qui nous occupent au quotidien. Voilà. D'accord, très bien. Alors, moi, j'en viens justement à cette fameuse cette question autour des changements des attentes des personnes âgées, des personnes en situation de vulnérabilité. On va évoquer effectivement le handicap, peut-être même la santé. Mais Pierre-Alexandre, moi je voulais déjà vous donner la parole sur les changements des attentes des personnes âgées, puisque Hold Up représente les personnes âgées. Je me permets de sortir le document pour indiquer qu'en novembre, c'est ça, Hold Up a publié une étude justement sur ces fameuses attentes changeantes, en fait, évolutives des personnes âgées. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur les résultats de cette étude? Je vous laisse la parole. Merci. Donc, l'idée, c'était de permettre aux personnes qui vieillissent, l'enquête a concerné les gens à partir de 60 ans. On a eu plus de 1000 réponses exploitables sur l'ensemble du territoire national, de tous les milieux. Et le cadre de vie, on a choisi le cadre de vie parce que ça nous semblait plus large que le logement ou l'habitat. Ça relève d'une idée qui a émané dans les années 70 autour du philosophe M. Lefebvre, qui défendait avec les mouvements autogestionnaires l'idée de laisser le choix aux personnes de leur cadre de vie, de décider eux-mêmes de là où ils devaient vivre, et non pas, à l'époque, on construisait beaucoup de barres d'immeubles où la situation n'était pas forcément très acceptable. Donc, les questions qui ont été posées, c'est comment vous envisagez votre cadre de vie pour vos vieux jours. Plus de 90% des réponses sont « je veux rester chez moi, je veux finir mes jours chez moi ». Voilà. Donc ça, c'est pas vraiment une surprise. C'est pas vraiment une surprise. Plus de 98% refusent catégoriquement l'EHPAD. D'accord. Donc voilà. Après, on a posé d'autres questions sur les éventuelles autres formes, notamment les colocations. La majorité les refuse. Les résidences autonomie, les résidences services qui sont très en vogue actuellement, on ne sait pas faire la différence entre les unes et les autres. Et il y a un peu une méconnaissance. Voilà. Les autres formes d'habitat, les habitats alternatifs partagés, autogérés, participatifs, voire inclusifs, dont le terme est un peu particulier. Pour les personnes âgées, le mot inclusif nous heurte un peu. Parce qu'on fait partie de la société, on ne voit pas pourquoi on aurait besoin d'être inclus. Mais bon, le débat est un peu... On aura l'occasion d'y revenir sur cette question. Donc, l'idée, en fait, c'est que effectivement, les vieux veulent qu'on les accompagne dans leur choix, mais qu'on leur laisse leur choix, que leurs difficultés, notamment sur les mobilités, soient prises en compte. Ils veulent être surtout, ce qui n'existe pas aujourd'hui dans tous les cercles de réflexion, ils veulent être associés aux réflexions, aux décisions qui les concernent. Ça, c'est absolument important. Ils sont des adultes. Régis peut en témoigner, on a eu au PGI Bourgogne-Franche-Comté une intervention où je faisais remarquer qu'on parlait des enfants, des adolescents, des adultes, puis les vieux, on ne sait pas trop les mettre. Les vieux sont des adultes. Ben oui. Voilà. Et pas seulement des personnes âgées ou des seniors ou des âgés ou tout ce qu'on veut. Et ils veulent être considérés comme des citoyens, des personnes à part entière, pas seulement comme des objets de soins. D'accord. Donc, voilà. Alors, moi, j'avais une petite question, je vous arrête justement, Pierre-Alexandre, sur cette question des habitats partagés, puisqu'on va beaucoup en parler tout au long de la journée. Est-ce que justement, parce que peut-être tout le monde, parmi les personnes interrogées, tout le monde ne prenait pas la mesure de ce que c'était, ces fameux habitats alternatifs, partagés, inclusifs, voilà. Mais est-ce qu'il y a une vision plutôt positive sur ces formules-là, ou on se dit, bon, je ne connais pas, je préfère vivre à domicile et point barre?
Il y a quelques personnes qui sont intéressées, notamment plutôt des femmes entre 60 et 65 ans, qui vivent seules et qui ont envie de se regrouper avec des personnes comme elles qui sont isolées. Mais on mesure aussi les limites. On a eu des retours d'expérience où notamment 6 personnes étaient ensemble et l'une d'entre elles est devenue dépendante. Donc là, les 5 autres ont pu s'en occuper, puis d'un seul coup une deuxième. Et là, les situations commencent à devenir complexes. La solidarité a ses limites quand on est obligé de consacrer tout son temps. Voilà. Et en plus, on voit bien que ces expériences, elles sont un peu limitées dans le temps. Et comment on les renouvelle, comment on fait... voilà. Donc et d'où l'idée principale pour Hold Up, c'est de faire prendre conscience aux vieux que c'est de leur responsabilité de choisir un peu leur cadre de vie et d'anticiper. On parlait tout à l'heure de prévention, mais l'anticipation est absolument fondamentale. Anticiper, c'est pas régler les problèmes à l'avance, c'est essayer d'y réfléchir pour être en mesure d'avoir des outils au moment où survient quand la situation se l'événement. présente. D'accord, ok, très bien. Monsieur Aubry, justement, déjà, c'est très éclairant, cette étude est très éclairante, très instructive sur cette volonté en fait de citoyenneté, d'autodétermination, qu'on ne décide pas à ma place. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est l'espèce de prudence en fait sur les différentes formes d'habitat qui pourraient être proposées. Est-ce que justement, il y a également dans le domaine du handicap ou peut-être dans le domaine de la santé des évolutions comme ça, des prises de conscience où on veut être désormais acteur des accompagnements dont on bénéficie? Alors je sais que c'est pas forcément une notion totalement nouvelle, mais est-ce qu'on assiste comme ça à quelque chose d'un peu différent concernant les personnes en situation de vulnérabilité? Alors, moi, je pense que les personnes qui sont ou se retrouvent en situation de vulnérabilité ont un besoin qu'elles expriment de différentes manières, mais c'est le besoin d'être respectées, ce qui n'est pas toujours le cas. On pourrait parler de l'agisme, par exemple, que nos sociétés secrètent en quelque sorte. Elles ont le besoin d'être reconnues comme des sujets. Le sujet, c'est celui qui dit « je ». Je peux décider. Elles ont besoin qu'on arrête de décider pour elles de ce qui est bon. Elles ont besoin qu'on accepte qu'elles acceptent des risques. Quand les risques, étant assumés, leur permettent de donner du sens à leur existence. Et moi, je crois qu'il faut qu'on évite l'instrumentalisation de la pensée d'autrui, l'objectisation. Ça n'est pas parce qu'on est en situation de vulnérabilité, indépendamment de l'âge, qu'on est incapable. Et je pense même qu'il y a une attente, on y reviendra je pense, dans notre société, c'est non seulement d'être respecté, mais c'est que la solidarité, ça ne soit pas associé à la notion de pitié. Oui, tout à fait. Et que d'autre part, on comprenne qu'une situation de vulnérabilité, ça peut être une force si on est aidé. Ça peut être une force de résilience et de transcendance pour des personnes qui découvrent des capacités qu'elles ne connaissaient pas en elles-mêmes parce qu'on a su les respecter et qu'on sait faire société et solidarité. Très bien. On va venir sur toutes ces notions plus vastes à la fin de cette table ronde. Kevin Charras, est-ce qu'on peut vous entendre justement sur cette question? J'imagine qu'il y a bon nombre de diagnostics que vous partagez. Mais est-ce que justement sur ce changement, ces attentes qui évoluent, est-ce que vous aussi vous pouvez vous le constater? Et est-ce que peut-être la différence entre maintenant et avant, quelque part, c'est qu'on les prend plus en compte? C'est ça la différence? Comment vous analysez cette situation? Alors, moi, la manière dont j'analyserais cette situation, c'est que de plus en plus, effectivement, il y a des personnes qui se font les avocats, finalement, d'autres personnes. Et qu'on donne la voix, je veux dire, la parole aux personnes qui sont concernées. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important et on le voit de plus en plus tant au niveau français qu'au niveau européen, au niveau international. Et ça, je pense que c'est des éléments qu'il faut bien prendre en considération. Après, c'est vrai que je rejoins tout ce qui a été dit jusque-là. Je pense que pour résumer les choses, nos attentes et les attentes d'une manière générale, et j'aurais bien du mal à parler pour ces personnes-là, c'est d'être écouté.
de mon point de vue, on n'est ni sujet ni objet de soin, dans le sens où on n'est pas soumis à une autorité quelconque, on prend les décisions pour soi-même, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Il y a effectivement cette question de vulnérabilité, ça ne veut pas dire qu'on est moins valide et qu'on est moins en capacité. Donc on touche là à certaines questions qui sont... Alors on parle de validisme et de capacitisme, c'est-à-dire qu'en fait on va discriminer les personnes en fonction des capacités présumées qu'elles ont. Mais comme le soulignait Régis Aubry à l'instant, et je pense que ça c'est quelque chose qui est important, c'est que l'objectif c'est pas de forcément compenser les dépendances, c'est-à-dire compenser parfois des choses qui sont incompensables et dont on a beaucoup de mal à réfléchir pour revenir à un standard, pour revenir à des normes. Mais c'est vraiment essayer d'aller chercher les compétences des personnes, et c'est bien plus compliqué parce qu'on sait évaluer les déficiences, on sait évaluer la dépendance, mais les compétences, on s'y penche assez rarement finalement, on y porte assez peu d'attention. Or oui, effectivement, c'est un tuteur de résilience, cette compétence pour les personnes. Et ça, c'est peut-être ce fameux champ nouveau qui conviendrait d'explorer dans les années à venir, travailler sur ces fameuses Exactement, c'est-à-dire que nous avons compétences, tous des habiletés, et nous en développons tous au fur et à mesure de notre vie, c'est-à-dire que les habiletés, c'est vraiment notre capacité d'adaptation à notre environnement, aux besoins que l'on a au quotidien. Et pour y faire face, on va développer des habiletés avec nos propres compétences, de telle manière à pouvoir aborder différentes problématiques que l'on a dans notre quotidien. Alors ça peut être des problématiques d'ordre citoyen, familial, environnemental, ça peut être des problématiques d'ordre administratif aussi. Mais en fait, on se rend compte que lorsque l'on donne l'opportunité aux personnes, au lieu de se fixer vraiment sur les restrictions d'activité qui sont dues à leur dépendance, quand on donne l'opportunité aux personnes, on se rend compte qu'elles peuvent aller bien plus loin que ce que l'on pensait au départ, et qu'il y a encore beaucoup de ressources à exploiter. D'accord, très bien, c'est très encourageant. Régis Aubry, vous évoquiez, vous avez posé le mot, ce fameux mot de risque, d'accepter ce risque dans l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Moi, je voudrais peut-être élargir la focale et vous poser la question, justement, quelles sont les questions éthiques aujourd'hui que pose justement l'accompagnement de ces personnes en situation de vulnérabilité. Et effectivement, j'ai en tête ce fameux dilemme qu'on connaît tous entre liberté et sécurité. Est-ce qu'on protège, est-ce qu'on sécurise les personnes, est-ce qu'on décide à leur place, etc. etc. Est-ce que pour vous, c'est cette grande question, cette acceptation du risque qui est la grande question éthique, on va dire, de notre temps? Voilà, c'est une question importante, mais c'est peut-être pas, si on veut prendre un peu de recul et avoir une vision politique de la dimension éthique. Bien sûr. Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose d'une disjonction entre les évolutions dans le domaine de la santé, qui sont marquées par le progrès, sauf à être un révisionniste, je ne pense pas qu'on puisse discuter les progrès dans le domaine de la santé qui amènent à guérir des pathologies dont on mourait encore il y a quelques années ou décennies. Mais un angle mort du progrès, c'est le fait que, corrélativement à ces avancées techniques et scientifiques, on peut prolonger la vie des personnes en situation de vulnérabilité. Et je pense que c'est une espèce d'impensé du système de santé de notre société. Qu'on parle de maladies chroniques, qu'on parle de handicap secondaire après l'intervention, par exemple, de la médecine, qui empêche, arrête la maladie à un stade où elle est déjà évoluée, qu'on parle du vieillissement, de certaines formes de vieillissement qui se caractérisent par des nouveaux paradigmes, pour le médecin que je suis, la polypathologie, polypathologie associée à une perte de l'indépendance, voire une perte de l'autonomie de décision. On crée en quelque sorte des situations de grande complexité et de vulnérabilité. Et d'une part, qui n'existaient pas avant et qu'il va falloir gérer. Qui sont majorées et qu'il faut avoir, je reprends le mot d'anticipation, parce que le défaut d'anticipation aboutit au fait que notre système de santé n'est pas totalement en mesure d'accompagner ce qu'il contribue pourtant lui-même à générer. Il y a une forme de responsabilité sociale du système de santé d'une part, et puis il faut bien avouer aussi que nous vivons dans une société dont les normes, qui ne sont pas explicites parfois, sont des normes d'exclusion des situations dont on parle. Pour le dire simplement, je crois qu'il vaut mieux quand même ne pas être malade, ne pas être âgé, être en bonne santé, pour pouvoir être inséré dans ces normes sociales qui ne disent pas leur nom. Et alors d'un côté, il y a ces normes sociales, et de l'autre, il y a la production, la genèse de situations de vulnérabilité. On y reviendra, mais la tension éthique est de nature politique, puisqu'elle engage, de mon point de vue,
la nécessité de faire des choix et d'avoir des orientations très, très importantes qu'on pourrait qualifier d'orientation en direction des solidarités. Oui, tout à fait. Kevin Charras, justement, sur cette nécessité de fixer peut-être ce cap, en tout cas de clarifier ce cap sur cette question des vies qui se prolongent aussi, de ces fameux progrès qui vont générer de nouvelles problématiques, on va dire. Est-ce que ça, c'est une grande question éthique, finalement? C'est probablement une grande question éthique. C'est une question, pour le coup, peut-être plus philosophique que éthique. Mais je pense qu'effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est qu'aujourd'hui, la maladie chronique, elle est passée finalement du côté de la mort à celui de la vie. Qui dit passer du côté de la vie, ça veut dire qu'on est encore citoyen, on est encore là, on est encore présent, qu'on a encore besoin finalement de prendre des décisions, d'être acteur de notre vie et d'être acteur de la société. Et donc du coup, il y a vraiment toute cette question de comment situer la personne dans la société. Je pense qu'il faut répondre en fait aux droits de l'homme, aux droits humains, aux grands principes finalement. On a parlé effectivement de liberté, on a parlé de choix. Je pense qu'il faut aussi parler de dignité, d'indépendance aussi de la personne. Il faut vraiment pouvoir respecter ces grands principes finalement, aller chercher finalement l'assentiment des personnes, le consentement de la personne, mais aussi se poser la question de celle des professionnels qui accompagnent les personnes qui ont des maladies chroniques. Parce que oui, il y a des professionnels, effectivement, il vaut mieux rester en bonne santé, seulement toutefois quand on ne l'est pas, on se fait accompagner. Et je pense que ces professionnels-là aussi ont vraiment quelque chose à apporter en termes de souffrance éthique, c'est-à-dire que, en gros, si pour gérer ces fameux dilemmes. Voilà, c'est ça, les dilemmes éthiques auxquels on va être confronté. C'est en gros quand on n'arrive pas à dormir le soir et on se dit il y a quelque chose qui ne va pas et j'ai peut-être pas fait les choses comme je voudrais. Et il faut aller écouter ces professionnels-là pour justement aller questionner cette éthique. Parfois c'est une éthique des petites choses, c'est une éthique du quotidien. Mais je pense qu'il faut commencer par là finalement, il faut commencer par ce qui importe à chaque personne dans sa vie et dans son quotidien. D'accord, très bien. Pierre-Alexandre, justement, sur ces questions éthiques, c'est pour ça que je me permettais d'avoir débuté cette question sur ce fameux dilemme liberté-sécurité, puisqu'on sait qu'effectivement, il y a un certain nombre, alors notamment à cause de la montée en puissance des maladies neurodégénératives ou neuroévolutives, il y a de plus en plus de situations où, en fait, les professionnels se retrouvent en position de devoir protéger et en même temps se retrouve par le fait de brimer la liberté des personnes. Comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Est-ce que ça, c'est pour vous une question majeure de notre temps en matière d'éthique? Comme le disait Kevin Charras tout de suite, c'est la problématique des aidants professionnels ou familiaux. Et avec cette problématique des aidants se pose la question pour les personnes de la préservation de leur intimité et de leur liberté. Bien sûr. Alors, pour reprendre un peu les résultats de l'enquête, on a des gens qui nous disent « mais moi, je suis en train de regarder ma série télé et voilà que l'aide à domicile intervient. Alors, qu'est-ce que je fais? Enfin, je suis obligé de l'accepter. Je n'ai pas le choix. On m'impose. » D'autres qui disent « mais j'en ai marre de ce défilé de personnes, 3-4 personnes, j'ai jamais la même, comment c'est fait voilà. » Donc, c'est toutes ces choses-là où l'anticipation est importante et où Hold Up voudrait justement, derrière son enquête, sortir un guide des bonnes questions à se poser pour engager la réflexion. Se maintenir à domicile, c'est bien, mais dans quelles conditions? Comment mon logement est adapté? Comment voilà. Impressionnant dans l'enquête de voir combien les vieux disent « moi, il n'est pas question de mettre à contribution mes enfants, sauf peut-être pour m'accompagner chez le médecin pour des sorties culturelles ». Un refus catégorique des vieux de voir leurs enfants s'occuper de leur toilette intime. Or, quand on arrive à des situations de dépendance, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Donc, et il y a des choses à faire. Dans les débats que nous avons conduits à l'issue de l'enquête,
un médecin de plus de 95 ans nous expliquait que le prendre en soin, c'est pas quelque chose d'inné chez les personnes, mais on peut très bien former les gens à ça. Or, pour former les gens, il faut y mettre des moyens. Ça rejoint la problématique des moyens financiers. Éric Chenu a évoqué tout à l'heure effectivement la prise en charge d'un niveau de dépendance, mais on est dans une société qui fait face à l'arrivée d'une 4e génération. On a créé un 5e risque, une 5e branche, enfin on l'appelle comme on veut, il n'est pas financé. Or aujourd'hui, cette 4e génération, elle a aussi un patrimoine, une épargne qui n'a jamais existé auparavant, qu'il faut peut-être mobiliser pour ça. Enfin, je n'ai pas de solution, mais il faut qu'on trouve des solutions. Il faut absolument qu'on arrive à financer cette 5e branche pour répondre à ces questions éthiques, hein, c'est peut-être un peu... voilà, mais qui permettent d'avoir, comme on a une assurance maladie, comme on a un régime familial, avoir un régime de prise en charge. Et ce n'est pas seulement la prise en charge des vieux, c'est un service qu'on rend à toute la population. Ces métiers de service qui sont complètement dévalorisés, où on considère que parce que de toute façon c'est des femmes qui le font et que c'est inné chez elles, il n'y a pas de souci. Voilà, on n'a pas besoin de les former, c'est naturel. Il faudrait peut-être qu'on réfléchisse un petit peu à faire bouger les choses. Et ça pose vraiment la question de la solidarité collective financière. D'accord, très bien. On a évoqué, vous avez évoqué, Kevin Charras, cette question de l'adaptation justement de l'environnement aux situations de vulnérabilité. Au travers de votre Living Lab, vous réfléchissez beaucoup à tout ça. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler, alors cette question est un peu courte, mais l'état des innovations, qu'est-ce qu'on peut inventer justement pour accompagner ces différentes situations de vulnérabilité? Je sais que vous insistez beaucoup sur l'importance de l'usage. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites dans votre Living Lab et comment est-ce qu'on peut justement travailler sur ce fameux environnement de la situation de vulnérabilité? Pour reprendre le début de votre question, effectivement, quand on regarde l'état de l'innovation, aujourd'hui, ce dont on se rend compte sur l'ensemble du territoire national, c'est qu'il y a un véritable besoin de coordination de ces innovations. Aujourd'hui, quand on regarde sur l'ensemble du territoire national et qu'on regarde région par région, on se rend compte qu'il y a des innovations qui sont très similaires, qui sont testées dans une région, dans d'autres régions, dans plusieurs régions, voire dans toutes les régions, et qu'il n'y a pas de communication entre les régions. C'est-à-dire que on dépense de l'argent, on fait des évaluations, des expérimentations avec des innovations et on ne sait absolument pas où on va, on ne sait absolument pas quelles conclusions tirer. Et la Cour des comptes, du coup, m'a tiré un peu la sonnette d'alarme il n'y a pas si longtemps que ça, en juin, il me semble, en disant qu'il y avait vraiment quelque chose à voir par rapport au financement de ces innovations. Donc il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Ensuite, en termes d'innovation, ce qu'on essaie de faire, nous, au Living Lab, vieillissement et vulnérabilité, c'est aussi répondre aux ambitions du secteur. Quand je parle du secteur, c'est le secteur social et médico-social. Et aujourd'hui, quand on parle d'ambition du secteur social et médico-social, quelles que soient finalement les personnes auxquelles on s'adresse, alors évidemment, on va viser la santé, évidemment, on va viser la qualité de vie, mais on va aussi viser le pouvoir d'agir. On a finalement ces 3 socles auxquels doivent répondre les innovations. Et nous, c'est ce qu'on essaie de vraiment cibler, en tout cas avec les innovations que l'on a qui passent en tout cas par le Living Lab. En bref, je pense que l'objectif en termes d'orientation, c'est vraiment de miser sur les compétences, comme je disais tout à l'heure, plutôt que les dépendances pour pouvoir les développer, finalement. Et pour répondre finalement à ce besoin de coordination, je pense qu'on pourrait essayer de proposer finalement une cellule d'appui à l'innovation médico-sociale au niveau national qui puisse vraiment coordonner l'ensemble de ces innovations. D'accord. Donc ça, c'est un beau projet, ça. Et il faut le soumettre à il faut le soumettre. ministre. On essaie de le soumettre à l'aide de l'Union des gérontopoles. D'accord. Voilà. Donc on essaie de. Pourquoi pas la Mutualité française pour être un acteur de cette cellule. Très bien. Pierre-Alexandre, justement, est-ce qu'il y a des choses aussi, sans parler de l'état des innovations, mais est-ce qu'il y a des choses justement à inventer, justement pour que notre société gère mieux ces différentes situations de vulnérabilité? Alors, effectivement, il y a, en particulier, ça on l'évoquera peut-être cet après-midi, en matière de domotique, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, mais est-ce que, selon vous, il y a des choses à faire, encore à inventer?
je vais vous laisser la parole, mais vous parliez de la question de la fracture numérique, qui est la conséquence de la dématérialisation des services publics. Est-ce qu'il y a des choses aussi à faire pour mieux accompagner justement toute cette dynamique du numérique qui parfois crée aussi un certain nombre d'exclusions? Effectivement. Je vais dans tous les sens, je suis désolé. Non, mais c'est bien le cœur du sujet, la fracture numérique. On a à Hold Up réalisé il y a 2 ans des fiches un peu synthétiques pour permettre justement aux personnes qui voulaient utiliser une tablette ou un téléphone portable d'avoir quelques clés qui permettent de se débrouiller seul. Je pense que ce qu'évoquait Kevin Charras tout de suite, de dire il faut une coordination à tout ça, je pense qu'il ne faut pas oublier d'impliquer les vieux dans toutes ces réflexions d'innovation et les faire tester. Hold Up a participé notamment à Paris avec la SNCF et la RATP à voir comment l'accessibilité dans les stations de métro, bon, voilà, je fais de dessin à personne, le nombre d'endroits où les escalators ne sont pas accessibles, voilà. Donc, je parlais tout à l'heure des portes cochères. En ville, c'est une vraie problématique pour les personnes qui arrivent avec un petit cabas de course et qu'il faut pousser la porte en même temps, une béquille, et puis passer une marche, parce que la grande porte ne s'ouvre pas, il n'y a qu'un petit volet qui s'ouvre et avec une marche automatiquement. Voilà. Ces sujets-là, il y a besoin d'innovation, il y a besoin de réfléchir. Dans certaines résidences autonomie, parce qu'on ne l'a pas très bien pensé, pour sortir sur le balcon, pour des questions d'étanchéité des fenêtres et ainsi de suite, on a un seuil de 10 cm, comme on fait avec un fauteuil roulant, ou un déambulateur. Voilà, il n'y a pas besoin d'être vieux. Oui, ça c'est vraiment le dispositif. À 25 ans, on se casse une jambe, on ne sait pas le faire non plus. Tout à fait. Voilà. Oui, c'est vraiment ce type de dispositif qui est pensé sans les personnes. Et il faut absolument faire tester les choses et arrêter, je rejoins ce que dit Kevin également, arrêter de tester chacun dans son coin sans coordination. On balance une subvention pour faire un, puis après on ne s'occupe plus de ce qui se passe derrière. C'est quand même un peu un modèle très français. Tout à fait. Régis Aubry, moi j'aimerais que vous nous parliez, puisqu'on parle d'innovation, sur ce fameux Institut de prévention des vulnérabilités en santé. Alors je ne sais pas s'il est déjà à l'œuvre ou s'il va voir le jour bientôt. Est-ce que justement vous pouvez nous en parler et nous expliquer un peu quels sont ses objectifs et peut-être sa place justement sur cette question des innovations pour travailler sur l'environnement des vulnérabilités? Oui. Précisément, cet institut des vulnérabilités, il se crée parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Il faut faire preuve d'humilité quand on est face à une question aussi complexe que celle-ci. Je pense qu'il y a plein d'expériences, mais celui qui sait n'est pas né, ou celui qui dit qu'il sait est un homme dangereux, à mon avis. Donc, précisément, il y a cette question, comment on appréhende une dimension complexe, fabriquée en quelque sorte par notre société. Je me réfère souvent aux travaux d'Edgar Morin sur ces aspects, parce que réellement c'est un maître à penser autour de cette question de la complexité et de la façon de l'appréhender collectivement, interdisciplinairement. Et cet institut, il a plusieurs objectifs. Il a un objectif qui consiste à faire connaître et reconnaître cette dimension de la vulnérabilité, parce que c'est un impensé, parce que ça passe sous les radars aujourd'hui. On est incapable, je suis incapable, et je pense que nous sommes incapables de quantifier ce phénomène, de dire à combien cela correspond de personnes. Et puis c'est très compliqué de le décrire dans ses diverses formes, entre guillemets. Donc on va créer un observatoire, alors avec l'aide d'ailleurs de la mutualité, on va avoir un financement d'un observatoire régional, on va rester sur une dimension régionale, Bourgogne-Franche-Comté, pour essayer de quantifier et décrire ce phénomène, pour l'amener à la conscience collective, à la connaissance, entre guillemets. Parallèlement à ça, on travaille avec l'Agence régionale de santé de notre région pour faire émerger une expérimentation clinique dans le cadre de ce qu'on appelle les articles 51, pour essayer de mettre en œuvre
une organisation de prévention primaire, mais surtout secondaire et tertiaire de ces vulnérabilités, pour éviter qu'elles ne s'aggravent en quelque sorte. Et ça, c'est tout champ confondu, en fait. C'est champ handicap, personnes âgées, ou tout champ confondu. Toute forme. Confondu de vulnérabilité dès lors qu'elles sont liées à la santé de la personne. On a limité notre institut à cela. Puis le troisième niveau, et c'est à mon avis en cela que ça répond à votre question, c'est une dimension de la recherche. Quand on ne sait pas, on cherche. Et là, on essaie d'être associé avec nos 2 universités dans notre région, qui s'entendent parfaitement. Et l'idée est effectivement, et c'est à la fois la complexité pour appréhender par la recherche un projet comme celui-ci, parce qu'on ne peut l'aborder que de façon interdisciplinaire. Bien sûr. En France, comme dans d'autres pays également, mais on a cette fâcheuse habitude d'avoir une organisation de la recherche en tuyau d'orgue. Or, il faut faire travailler des philosophes avec des médecins, avec des sociologues, avec des économistes de la santé, me semble-t-il, pour appréhender ces questions. On est en train de jeter les bases, et je pense qu'on aura l'occasion, avec mon collègue de Rennes, de se rencontrer sur ce sujet-là, me semble-t-il, parce que seule la recherche peut produire, me semble-t-il, via des données que nous allons collecter, via des organisations que nous allons opérer, produire des esquisses, des perspectives de réponse, mais d'abord connaître, comprendre, puis proposer des aides aux personnes. La dernière dimension de cet institut, c'est une ambition de formation. Alors aussi bien au plan universitaire, avec là aussi un défi, c'est de l'approche interdisciplinaire de ces questions, puis des formations pas forcément diplômantes, mais qui pourraient concourir à mieux former, dans l'espoir qu'elle soit mieux reconnue, et peut-être sous tous les angles du terme, les professionnels qui interviennent au plus près des personnes. Moi, je pense qu'il faut défendre toutes les formes d'aide à domicile, qui sont des métiers de l'avenir, me semble-t-il. Mais encore faut-il reconnaître, revaloriser, former, accompagner ces personnes qu'on envoie au front un petit peu toutes seules, me semble-t-il. Donc vous voyez, c'est une ambition très très vaste, et ce projet démarre, à vrai dire. Là, il va démarrer en 2024, mais on est en train, pour l'instant, d'avoir plutôt des retours positifs. Le projet est soutenu. Alors, il est soutenu par l'Agence régionale de santé, indirectement par la mutualité, par d'autres instances. Il est soutenu, y compris par le ministère, qui n'a que des bonnes paroles sur ce projet. J'imagine bien. Vous insistez, je reste avec vous, vous insistez sur l'aspect pluridisciplinaire de la démarche, et vous nous avez précisé que déjà vous démarrez à l'échelle régionale, territoriale. Est-ce que justement il y a un rôle à jouer dans les territoires justement pour favoriser cet échange pluridisciplinaire et pour faire émerger des formes de réponse à ces situations de vulnérabilité qui ne sont pas automatiquement les mêmes partout? Voilà, il y a tout cet enjeu de l'adaptation. Est-ce qu'il y a une place particulière des territoires justement pour répondre à ces situations de vulnérabilité, alors que ce soit au travers d'initiatives comme la recherche, la formation, mais aussi pour des réponses beaucoup plus effectives auprès des personnes? Moi, je crois beaucoup, et je crois à la nécessité de penser l'innovation via la dynamique des territoires. Des territoires de proximité, parce qu'on parle bien là de lieux, Pierre-Alexandre l'évoquait au départ, de respect du choix de lieu de vie, le lieu de la sociabilité des personnes, le lieu qui fait sens, c'est le territoire de la grande proximité. Il faut donc, qu'on puisse avoir des espèces d'organisations, des filières dans ces logiques organisées autour des territoires. Je pense qu'une autre dimension territoriale, c'est celle du département. Et je pense aux conseils départementaux qui ont une mission très forte dans le champ social pour intervenir et être associés à ces dynamiques. Et puis la région, évidemment, j'ai essayé de le dire au travers des aspects de formation, de recherche. Donc on est sur des notions de territoire. Alors on a l'art d'avoir 1000 définitions de territoires différents qui ne s'emboîtent pas les uns dans les autres, ça vient compliquer les choses. Mais pour répondre à votre question, globalement, il faut, quand on pense territoire, on pense proximité de lieu de vie des personnes pour que la vie puisse encore faire sens à ces personnes. On ne peut pas imaginer d'envoyer une personne en situation de vulnérabilité à distance du lieu qui fait sens à son existence. Et d'où la notion d'organisation territoriale. Et j'ajoute
que l'organisation territoriale, c'est l'organisation dans un espace où les gens se connaissent, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs limites, leurs potentiels, etc. Mais quand on se connaît, on fait mieux que quand on ne se connaît pas, me semble-t-il. Très bien. Kevin Gérald, justement, sur cette importance du territoire, parce qu'il est générateur de liens, est-ce que, justement, c'est une échelle qui est très importante, justement, pour mener toutes ces innovations, justement, avec les acteurs, mais aussi aux côtés des personnes qui vivent dans ces territoires, même si on est bien d'accord que cette notion de territoire peut être un peu à géométrie variable aussi. Moi, je dirais effectivement, il faut pouvoir répondre à la diversité des personnes et d'adopter une approche qui est subsidiaire. Finalement, on va aller chercher les subsidiarités, on va se confronter pardonnez-moi, à différentes cultures, à différents besoins, parce que selon les territoires, on n'a effectivement pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes niveaux socio-économiques. Enfin voilà, il faut répondre à toutes ces questions-là. Et je pense qu'on est là véritablement dans cette question de l'inclusion. Alors c'est pas juste dire, et je sais que ça froisse mon ami Pierre Alixandre, mais c'est pas juste regrouper des gens dans un même lieu, l'inclusion. C'est de répondre finalement aux besoins des personnes de telle manière à ce qu'elles puissent, enfin, c'est donner finalement les ressources, l'opportunité à des personnes de telle manière à ce qu'elles puissent prendre soin d'elles-mêmes, qu'elles puissent prendre des décisions par elles-mêmes comme elles l'entendent au quotidien. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez important et ça indique encore une fois cette singularité. Donc singularité au niveau de l'individu, mais aussi au niveau des territoires, des différents territoires. Et quel que soit, enfin effectivement, on peut partir du côté local jusqu'au côté national finalement. Mais il faut pouvoir entendre tous ces différents besoins en fait sur les territoires. Donc c'est vraiment répondre à la diversité de mon point de vue. Ouais, très bien. Pierre Alixandre, justement, pour rebondir sur ces territoires générateurs de liens, qu'est-ce que vous dit l'étude, qu'est-ce que nous dit l'étude que vous avez pu mener, puisqu'il y a cette idée de à 90% je veux vivre à domicile, mais il y a aussi, quand on dit je veux vivre à domicile, ça veut dire je veux vivre aussi dans un environnement, et c'est pas simplement l'appartement, la maison, c'est aussi être dans un environnement. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'entendre, cette fameuse notion de domicile? C'est difficile à appréhender parce qu'on veut vivre chez soi, on ne veut pas bouger de là où on est. Ben oui. Parfois, c'est pour ça que l'anticipation est importante. On voit bien qu'il y a, dans les répondants qu'on a eus, il y a 3 catégories. Il y a ceux qui ont moins de 70 ans qui disent « Bon, écoutez, je ne suis pas concerné, j'y pense un peu pour mes parents. » On verra plus tard, voilà. Ouais. Les plus de 85 ans, ils disent bah, « Écoutez, pour moi, c'est trop tard, là, je ne bougerai plus, je ne peux plus rien faire. » Et puis la tranche entre les deux, elle dit oui, j'y réfléchis. Effectivement, on va peut-être penser à aménager la salle de bain, mais ça ne va pas beaucoup plus loin, quoi. On attend que les choses... voilà. Et derrière débouchent des choses extrêmement compliquées sur lesquelles on ne va pas détailler, mais comment on fait quand on change d'appartement pour trier ses affaires, comment on fait pour se séparer d'un certain nombre de choses. Enfin, c'est des questions qui sont extrêmement importantes. Et très concrètes, mais, sur les territoires, déjà... Les territoires sont extrêmement variés. On ne peut pas traiter de la même façon un hypercentre, quand on vit en hypercentre à Lyon, à Paris, à Bordeaux, ou quand on vit comme moi dans un petit village de 200 habitants, dans une communauté de communes qui est très étendue, mais pour regrouper 3000 habitants, il faut faire des kilomètres. Voilà, comment on fait quand, d'un seul coup, j'avais une personne de mon village avant-hier qui me dit, mais... Voilà, j'ai abandonné ma voiture parce que ça devient plus prudent. Mais je ne sors plus de chez moi. Comment je fais pour aller chercher mon pain? Il n'y a plus de commerçants ambulants. Donc il y a aussi des solidarités à inventer autour du bénévolat. C'est aux vieux aussi peut-être à se prendre en charge puis dire comment on s'organise dans ces territoires ruraux pour que les choses se passent un peu de façon un peu plus fluide, quoi. Donc, mais effectivement, je rejoins tout ce qui a été dit précédemment. Les départements, les communes, communautés de communes, la région sont des lieux où il faut que les choses se passent. Des décisions nationales, des orientations nationales, c'est sûr, mais derrière, l'adaptation, elle ne peut pas être la même suivant qu'on est sur la Côte d'Azur, à Paris ou dans le Morvan, ou dans le Jura. Voilà, on est quand même, c'est des choses très très différentes, et c'est l'intelligence locale. Enfin, pour le vieux mutualiste que je suis, maintenant je ne suis plus que vieux, mais
le territoire, c'est notre rayon d'action, quoi. C'est la proximité absolue. D'accord, très bien. Alors moi je voudrais, on a un peu parlé, parlé des territoires, on est descendu au cœur sur le terrain. Je voudrais peut-être qu'on élargisse à nouveau la focale, parce que quand on parle de vulnérabilité, on évoque cette fameuse société du care, qui des fois est mise au devant de la scène et puis des fois repasse dans l'ombre. Et voilà. Pourquoi aujourd'hui, puisqu'on le voit, il y a une espèce de retrait, de forme d'engagement peut-être, pourquoi est-ce aussi important aujourd'hui de remettre sur le devant de la scène et cette fameuse société du care, pourquoi est-elle autant nécessaire aujourd'hui ? Je pense que tout d'abord, en fait, je pense que le care, c'est une affaire concrète. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la mettre sur le devant de la scène. Parce qu'aujourd'hui, et comme on l'a rappelé ce matin, on parle aussi d'attractivité des métiers. Des métiers des soins, des métiers du grand âge. Et qu'aujourd'hui, il faut savoir aussi s'occuper de ceux qui en ont besoin. S'occuper de ceux qui en ont besoin, c'est porter une attention à l'autre. C'est aller chercher des solutions, c'est mettre en œuvre ces solutions, en fait, ce soin, ce care, en fait, vis-à-vis des personnes. Mais c'est aussi, comme vous le rappeliez tout à l'heure, le recevoir. Et donc, du coup, s'adresser aux personnes et faire participer les personnes à leur propre choix. Je pense que le care, dans la singularité, en tout cas, qu'elle propose, et on en a parlé aussi à plusieurs reprises, de la singularité, c'est revenu à plusieurs moments. Finalement, ça participe de l'inclusion et on sort de ce côté de l'injonction inclusive où on nous imposerait d'être inclusif, et c'est un peu ce qui est froissant, je pense, dans cette notion-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics disent aux établissements il faut que vous soyez un établissement inclusif, et donc du coup, il faut que vous mettiez des tiers-lieux, des machins, enfin voilà, qu'on développe des solutions. De partager. En fait, l'inclusion en tant que telle, elle vient du terrain. L'inclusion en tant que telle, elle s'impose par elle-même. C'est-à-dire que c'est les acteurs, et si on les écoute, c'est les acteurs qui vont imposer cette inclusion à la société. Et donc, du coup, on est plus que dans une injonction inclusive, on est plutôt dans une inclusion injonctive, c'est-à-dire que c'est elle qui s'impose par elle-même. Bref, en fait, oui, je pense qu'il faut vraiment aller dans ces questions-là et se poser les questions, finalement, les bonnes questions avec les professionnels, les personnes concernées, sur comment est-ce qu'on met en place un prendre soin, un care, en tout cas, qui puisse leur convenir et qui puisse répondre à tous les besoins, en fait, à tous ces besoins d'attention qu'on peut avoir dans la société. Très bien. Pierre-Alexandre, justement, sur cette question, cette nécessité, justement, de renforcer cette notion de prendre soin. Voilà, notre société est traversée par un certain nombre de fractures, par peut-être aussi une image encore dégradée de ceux qui prennent soin, justement. En tout cas, il n'y a pas assez de valorisation autour de tout ça. C'est important, vous semble-t-il, justement, de remettre ce prendre soin au cœur de la société. C'est au cœur du vivre ensemble. Prendre soin, c'est naturel. La solidarité ne peut s'exprimer que quand on est au minimum deux. Quand on est tout seul, je ne vois pas quelle solidarité on peut faire. Moi, je voudrais, en préparant ce rendez-vous, j'ai repensé à ce qu'avait écrit une grande amie qui est disparue il y a quelque temps, une grande humaniste que Régis connaît bien également, c'est Paulette Guinchard, ancienne secrétaire d'État, et qui, dans la préface d'un ouvrage qu'elle a co-dirigé en 2011, c'est déjà il y a quelque temps, écrivait en mettant l'accent sur la vulnérabilité comme dimension constitutive de l'être humain, le care fait apparaître l'homme comme un être fragile, inachevé, qui existe à la fois par ses capacités et ses manques. Donc voilà, je pense que ça résume bien ce qu'on a dit les uns et les autres jusqu'à maintenant, et que modestement, comme le disait Régis Aubry aussi, c'est qu'il faut qu'on essaie de voir comment notre société peut arriver à ce que tout le monde bénéficie à la fois des progrès de la médecine, tout ça, et qu'on puisse continuer à vivre simplement, pas vivre éternellement, mais vivre simplement dans les meilleures conditions possibles, avec chacun ses fractures et ses vulnérabilités. Oui, tout à fait. Le mot de la fin peut-être pour
Régis Aubry sur cette question-là, justement sur cette forme de reconnaissance qu'en fait on est tous fragiles, on va tous l'être à un moment donné, c'est sûr, on va tous être vieux, on va tous être malades, et c'est comme si la société aujourd'hui ne voulait pas le voir. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un effort aussi à faire justement pour reconnaître toutes ces fragilités qui sont en nous, même quand elles ne sont pas directement exprimées? Oui, je pense que reconnaître que l'état de l'être vivant, c'est un état de vulnérabilité qui est consubstantiel à la vie, serait peut-être assez intéressant à développer, à penser, parce que je pense que nous oublions peut-être un peu trop, et particulièrement dans la période de crise que nous traversons, que nous sommes en gros une espèce animale qui survit parce qu'elle fait société. Et elle fait société parce qu'elle a une conscience. Nous sommes des hommes dotés d'une conscience, et cette conscience, elle nous rappelle que nous sommes vulnérables si nous voulons bien la mobiliser, cette conscience. Et donc, ce n'est pas de l'altruisme, mais, comment dirais-je, de la générosité. C'est peut-être un peu d'égoïsme que de se dire je développe des solidarités parce que j'aurai besoin de ces solidarités moi aussi. C'est ça, faire société, me semble-t-il. Et puis, pour aller dans le sens de la réponse à la question que vous posez, je pense qu'il faut à la fois parler du care ou du prendre soin, peut-être qu'on peut utiliser un terme français, du prendre soin dans le champ de la santé et dans le champ de la société. Dans le champ de la santé, le soin, c'est un peu l'élément de base. Qu'est-ce que soigner veut dire? C'est d'abord respecter la personne, l'écouter. Et il faut reconnaître que si on veut faire avancer ces choses-là, il va falloir repenser dans la crise que traverse notre système de santé, et à laquelle on trouve parmi les explications une vraie crise éthique des professionnels de santé, une crise du sens de ce que soigner veut dire. Il faudra probablement penser un système qui valorise le soin, parce que n'étant pas spécifiquement valorisé, c'est comme s'il était dévalorisé, en quelque sorte. On valorise l'action, la technique, mais pas le soin. Ce qui fait que des soignants s'en vont de peur d'être ou de devenir maltraitants. Donc c'est une piste essentielle, me semble-t-il. Et puis dans le champ de la société, eh bien c'est la valorisation des solidarités. Et je redis ce qu'on évoquait tout à l'heure, je pense qu'il y a là un enjeu politique majeur. Est-ce que nous voulons une société solidaire? Il faut réinventer, recréer des nouvelles formes de solidarité. Moi, je rappelle que la solidarité, ça fait partie de ce qui donne du sens à nos existences. Donc, j'appelle, moi, de mes voeux à ce qu'on ait une conscience politique très forte. Il y a du courage à avoir pour décider qu'on va valoriser plutôt des actions en faveur des personnes en situation de vulnérabilité. Ce courage politique, il est nécessaire aujourd'hui, me semble-t-il, mais c'est vrai que c'est compliqué. Être courageux en politique, c'est peut-être ne pas faire une longue carrière. Très bien. On va terminer sur ces bons mots. Peut-être Pierre-Alexandre. Voilà. Pour les gens qui sont intéressés par l'enquête Hold Up, elle est disponible en téléchargement sur le site holdup.fr. Très bien. Avec un O et pas un H. D'accord. Je vous remercie beaucoup, messieurs, pour ces passionnantes contributions sur cette question des vulnérabilités. Parmi les lieux qui accueillent les personnes fragiles, les EHPAD arrivent bien souvent en tête et sont au centre de bien des critiques. Faut-il les supprimer? C'est ce que nous allons découvrir lors de notre prochaine séquence.